L'eau, très présente sur notre Terre, est indispensable à la survie de tout être vivant, animal ou végétal. Elle recouvre 72% du globe. Bien que le 3/4 de la planète soit couvert d'eau, l'accès à cette denrée reste un mythe à cause de sa répartition inégale sur la Terre. Par sa position à cheval sur l'équateur, la République démocratique du Congo a le mérite d'être considérée comme un véritable château d'eau douce d'Afrique. Mais l'envers du décor est qu'à une année de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, seulement près de 30% de Congolais ont accès à l'eau potable. Il faut bien avouer que la RDC, la République démocratique du Congo, est relativement en retard par rapport à des pays voisins ou même au niveau de l'Afrique subsaharienne en termes de taux d'accès ou de desserte aux populations. On estime malgré tout, avec disons une marge d'erreur relativement faible, que moins de 30% de la population congolaise a accès à de l'eau potable. En vue d'aider la RDC à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, l'Agence française de développement AFD s'investit depuis près de 10 ans dans la recherche des solutions pour faciliter l'accès à l'eau potable aux populations congolaises. Le quartier Mikonga dans la commune de Lantiélé en est un cas d'école. La RDC est certainement le pays d'Afrique subsaharienne qui a les plus grosses réserves en eau potable de surface et souterraine d'Afrique, voire du monde. Donc là n'est pas la question. La question est plus l'assainissement et l'accès à une eau de surface en particulier qui soit potable et qui ne soit pas souillée à la fois par l'utilisation des eaux usées par les populations et également les conditions d'accès à cette eau de surface qui sont trop souvent liées à un approvisionnement dans les petits marigots ou dans les petits ruisseaux. Créé en 1956, ce quartier situé dans la partie est de la capitale n'a jamais connu la desserte en eau potable. Chaque jour, les habitants de cette contrée parcouraient des longues distances pour s'approvisionner en eau de rivière, s'exposant ainsi aux différentes épidémies d'origine hydrique dues à la mauvaise qualité de l'eau. Ce gigantesque ouvrage en images est un réservoir d'une capacité de 162 mètres cubes. Cette eau de la nappe phréatique est pompée à environ 100 mètres du sous-sol. Elle permet d'approvisionner plus de 37 000 habitants des quartiers Mikonga 1 et 2. Au total, 28 bornes fontaines sont déjà opérationnelles dans les deux quartiers. Un véritable ouf de soulagement pour la population. Une fois construite, la gestion financière et technique de ces bornes fontaines est confiée à l'Association des usagers des réseaux d'eau potable ASUREP. Cette association est constituée des usagers du quartier élus par la communauté elle-même. Ce sont des structures qui sont déjà bien organisées et que quand l'argent vient ainsi de suite, on fait en sorte que ce que nous concevons, nous donnons ça au conseil d'administration pour gérer ça très bien. À chaque moment, nous avons des assemblées, nous sommes organisés des assemblées. Dès qu'il y a assemblée et qu'il y a un projet qui est maintenu, on donne l'ordre au conseil d'administration pour qu'il puisse exécuter ces projets-là. Pour assurer la maintenance et pérenniser cet acquis, les fontainiers commis à la distribution de l'eau perçoivent de la population des frais à faible coût, dûment fixés par la SUREP. À chaque fois qu'on a pompe à remettre le P qu'il doit, ou à grouper ça yo, au servir à tour de rôle n'engé to servir 25 litres de
PC à 50 francs. Si vous avez au-delà 25 litres, on peut te ça calculer De la nappe phréatique à la consommation, cette eau potable de très bonne qualité ne subit aucun traitement chimique. En termes même de produits chimiques et de traitement, il n'y a aucun traitement puisque c'est quasiment de l'eau de source qui ressort de plusieurs centaines de mètres de profondeur. Et je pense qu'effectivement, en termes d'environnement, on est dans un cahier des charges qui est tout à fait raisonnable et qui peut très bien se démultiplier à l'échelle des quartiers de Kinshasa. Financé à hauteur de 400 000 $ par l'Agence française de développement, ce projet qui a duré 2 ans pour sa matérialisation a été exécuté par la coopération technique belge et mis en œuvre par l'ONGD Action pour le développement des infrastructures en milieu rural ADIR. Je pourrais dire que ça c'est les compétences de ADIR. Donc ADIR c'est une ONG qui a de droit congolais déjà, qui a été créée par un groupe des ingénieurs qui travaillaient dans la mise sur pied des infrastructures d'utilité communautaire. Donc nous savons identifier les quartiers qui manquent de l'eau parce que nous travaillons plutôt sur nos compétences, surtout c'est l'organisation communautaire. Il y a la mise en place de plutôt la construction des infrastructures et puis l'organisation de la communauté en association. Donc nous identifions ces quartiers et nous cherchons des financements bien sûr. Ce sont les bailleurs de fonds, ce n'est pas nous à dire qui avons financé, et puis c'est les bailleurs de fonds. Dans le cadre de ce projet à Mikonga, c'est l'AFD, c'est la France à travers l'Agence française de développement l'AFD qui ont financé et nous avons réalisé ce projet ici à Mikonga. L'Agence française de développement œuvre depuis 70 ans dans la lutte contre la pauvreté et favorise le développement dans les pays du Sud et d'outre-mer. Après 13 années d'absence en RDC, l'AFD a repris ses activités en fin 2003, début 2004. Elle intervient dans l'assainissement, l'environnement et l'accès à l'eau potable aux plus démunis dans quelques provinces de la République démocratique du Congo. La Banque mondiale et le Partenariat mondial Aide ont organisé la 2e édition des ateliers sur la croissance verte et sur les stratégies de développement à faible émission de gaz à effet de serre au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. Ces ateliers qui avaient pour but de changer sur les liens entre la croissance économique et la gestion des ressources naturelles ont réuni plusieurs experts techniques nationaux, régionaux et internationaux, ainsi que le représentant des organisations de la société civile, du monde de la recherche et des partenaires au développement. Nos pays sont particulièrement vulnérables face aux menaces qui pèsent sur l'environnement et sur le bien-être humain. Ainsi donc, et sans embâche, il est indiqué d'affirmer que la question de la croissance verte devient un enjeu de plus en plus vital pour l'humanité tout entière. Elle constitue un potentiel économique malheureusement sous-exploité. Pour Jean-Christophe Carré, coordonnateur principal du département de développement durable de la Banque mondiale, la notion de la croissance verte est une nouvelle approche de la croissance économique qui place le bien-être humain au centre du développement. L'important n'est pas seulement qu'une économie s'accroisse, donc qu'il y ait de la croissance économique, mais c'est que cette croissance économique soit de bonne qualité, c'est-à-dire qu'elle soit non destructrice des ressources naturelles et de l'environnement, et qu'elle soit aussi inclusive, c'est-à-dire que les gens participent bien à cette croissance, qu'ils aient des emplois. La croissance économique est à la base de la prospérité et du développement des nations. Cependant, la négligence de l'impact environnemental lié à cette croissance risque de plonger la planète dans une crise sans précédent si l'on n'y pense pas, a souligné l'ambassadeur d'Allemagne en RDC. Nous pensons qu'il faut changer la manière de faire de l'économie, pas seulement dans les pays industrialisés, mais aussi pour éviter les problèmes que nous avons et les erreurs que nous avons commis pour notre développement de l'économie industrialisée. On peut établir une croissance
qui respecte la nature, qui respecte les ressources naturelles et inclut aussi une gestion raisonnable avec les ressources naturelles. Durant 2 jours, les participants ont concentré leur attention sur la forme que devra prendre la croissance verte et inclusive. Ils ont en outre identifié les stratégies liées à son application en Afrique subsaharienne. Après cet atelier, on peut justement faire les ajustements possibles dans nos différentes politiques publiques, dans nos différents pays, s'inspirer un peu des succès d'autres pays et vraiment c'est vraiment enrichissant. Il est utile pour nous au Congo de comprendre qu'il est temps qu'on puisse vraiment faire un effort pour mettre en pratique tout ce qu'on est en train de voir dans le monde. On voit aujourd'hui que l'économie seule ne suffit pas, la croissance économique seule ne suffit pas à pouvoir réduire les problèmes de la pauvreté. Il serait mieux apporter aussi l'équité sociale dans le sens que nous devons travailler tous ensemble, chacun joue son rôle afin que nous puissions améliorer la condition notamment de notre pays sur le plan économique. Et pour ce faire, il faudra couper des barrières surtout entre les scientifiques et les politiciens. Et il faudra qu'on travaille ensemble, main dans la main, afin que nous puissions avancer. Le concept de l'économie verte ne remplace pas le développement durable. Cette économie respectueuse de la nature se veut une solution palliative aux effets néfastes que subit l'environnement suite à la croissance économique. La 9e édition de la Coalition pour la conservation au Congo, en sigle Coco Congo, qui s'est tenue à l'hôtel Memling, a planché sur le modèle d'appui aux aires protégées ainsi qu'à leur sécurisation. Lorsque nous améliorons le financement des aires protégées, nous allons améliorer la sécurisation des aires protégées. Mais il se pose un problème. Il faudra également que non seulement le partenariat, mais que la sécurisation des aires protégées soit appuyée par le gouvernement, soit appuyé par le FRDC, soit appuyé par les autres services de l'État, notamment la Direction générale des migrations, la police, l'ANER et les autres services des provinces auxquelles les aires protégées se retrouvent. À côté d'assurer la sécurisation financière et plus largement la sécurisation des parcs, cette 9e édition a exploré les possibilités de développer les partenariats profitables aux aires protégées. Nous, la GIZ, la coopération allemande, on appuie de telles réunions une fois par an, parce qu'on pense que stratégiquement pour l'ICCN qui est déployée sur le terrain, c'est extrêmement important qu'elle puisse donner des messages clés qui comptent pour tout le monde. Et une telle réunion, évidemment, elle a un tel objectif stratégique. Le contexte économique actuel ne permet pas toujours à l'ICCN de jouer pleinement son rôle, d'où la nécessité de développer des partenariats. Ce que nous avons discuté avec tout le monde, conjointement, c'est l'esprit dans lequel ce partenariat allait se faire, où le partenariat devait se voir comme une sorte de couple et pas une relation de patron à employé où l'un rapporte à l'autre. Donc c'est véritablement 2 partenaires qui se mettent à table, qui se mettent d'accord sur ce qu'ils vont faire ensemble, qui se répartissent les rôles et qui travaillent ensemble. Les étudiantes du département de l'environnement de l'université de Kinshasa, en collaboration avec le CESEN, ont organisé une conférence débat pour marquer la fin du mois de mars consacré à la femme dans la salle polyvalente du dit département. Placée sous le thème « Femmes et environnement, une question de vertu », cette conférence a servi de tribune aux participants qui ont épinglé le rôle combien important de la femme dans la gestion de l'environnement. Dans les écosystèmes, chaque élément a un rôle à jouer. De la même manière, nous, femmes, devons respecter ce rôle à jouer dans le monde. Nous ne remplacerons jamais les hommes, mais ce que nous voulons, c'est avoir les chances d'avoir une certaine égalité. Considérant l'importance du rôle que doit jouer la femme, 5 des 8 objectifs du millénaire pour le développement ne pourront être atteints sans la participation de celle-ci. La participation de la femme, l'autonomisation de la femme, la prise de conscience de la femme contribuent réellement au développement. Selon Jean-Claude Roger, médecin et spécialiste en comportement, il existe 2 types de femmes. Celles qui se posent toujours la question du pourquoi qui caractérise la négativité et celles qui se posent la question du comment qui relève d'une approche positive. Les femmes se sont affranchies de beaucoup de choses, mais vous restez encore dans un comportement comme quelqu'un qui est sous tutelle.
Mesdames, je vous dirais une chose, c'est qu'il faut avoir l'ambition de dire un jour j'aimerais être comme mon professeur. Comment a-t-il fait? L'organisation de cette conférence par les étudiantes de l'environnement est une première dans l'histoire de ces départements. L'Observatoire de la gouvernance forestière OGF, en collaboration avec Field Legality Advisory Group, FLEG, ont organisé un atelier d'appui à la mise en œuvre d'une observation indépendante de la mise en application de lois forestières en Afrique dans la salle de conférence de la paroisse Notre-Dame de Fatima située dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Au cours de cet atelier, il était question de présenter le projet tel qu'il sera mené en RDC et faire un diagnostic de la contribution potentielle des autres organisations de la société civile congolaise. Nous allons réaliser ce projet en partenariat avec la DCVI. La DCVI qui signifie Direction de contrôle et de vérification interne du ministère de l'Environnement. Parce que c'est la DCVI qui regorge les inspecteurs forestiers qui ont le mandat de faire les contrôles. Le contrôle, c'est une activité régalienne de l'État. Et l'État agit à travers les inspecteurs forestiers. Pour mener à bien cette mission, l'OGF bénéficie d'un appui financier et technique du FLAG, une organisation à vocation sous-régionale, formée des experts et avec laquelle l'OGF a déjà conduit plusieurs projets d'OIFLEG dans les bassins du Congo. Pour la réalisation des objectifs du projet en RDC et un appui d'ordre technique qui va de l'accompagnement à la mise en œuvre des activités jusqu'à l'appui stratégique qui sera mené pour la validation des recommandations qui sont faites et la publication des recommandations qui sont faites par l'observateur indépendant mandaté par l'administration forestière en RDC. Ces projets seront réalisés principalement dans 3 pays d'Afrique, à savoir la RDC, la République du Congo et la Côte d'Ivoire.